Quelles questions poser en entretien de recrutement pour déstabiliser le recruteur ou le manager? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le monde du travail a complètement changé et il n'est pas question de trouver un job et être à la merci du futur employeur. Je discutais avec Isabelle Barthes, qui est une chercheuse et conférencière et autrice de nombreux ouvrages spécialisés dans le management et le leadership. Le futur du travail, c'est quoi? C'est prendre du plaisir dans son boulot. Naturellement, les conditions de travail sont importantes, l'argent est important, mais on doit aller prendre du plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous donner le top des questions à poser à la fois au RH et à la fois au manager. Et je vous garantis qu'ils n'en reviendront pas. Si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, Counter, c'est la plateforme de recrutement et de formation spécialisée à destination des professionnels du chiffre. Avant de commencer, abonne-toi, à la fois ça me fait plaisir, mais aussi ça te permettra d'avoir les prochaines vidéos qui sortiront en avant-première. Donc sans plus attendre, prenez place et c'est parti! Alors le monde du travail, il a changé. Je me souviens lorsque j'étais en entretien de recrutement et que je cherchais un boulot, j'étais toujours paniqué et terrorifié à l'idée de me retrouver jugé face à quelqu'un. Mais en réalité, dans le monde du travail, c'est une relation équilibrée entre une entreprise et un collaborateur. Et chacun d'entre eux a des droits, des devoirs et des obligations. Naturellement, le salarié, qu'est-ce qu'il doit faire? Respecter son contrat de travail et ce pourquoi il a été embauché. Mais en même temps, l'entreprise, elle ne doit pas se la raconter et faire n'importe quoi avec le collaborateur. Alors, il y a des petits vicieux dans le monde de l'entreprise et du recrutement qui vont mettre les choses un peu sous le tapis. Vous devez, en entretien de recrutement, veiller à ce que votre prochaine opportunité professionnelle puisse répondre à vos besoins et que votre profil puisse être aussi utile dans l'entreprise dans laquelle vous allez aller. Alors voici les deux grandes typologies de questions que vous pourrez poser, à la fois sur le poste, mais à la fois sur l'entreprise. Et là, vous allez littéralement faire mouche, car si vous avez des bonnes questions, vous montrerez à votre interlocuteur que vous vous intéressez et que si la question est de qualité, alors il verra que vous êtes un profil différent de tout ce qu'il peut rencontrer sur le marché. Naturellement, un recruteur, c'est un humain. Il va faire en fonction à la fois de ses émotions, à la fois de son histoire, mais aussi il va fonctionner par effet comparatif entre les candidats. S'il y a un candidat qui ne pose pas de questions, « Monsieur, est-ce que vous avez des questions ?» Non, je pense que c'est clair pour moi. Si vous êtes là-dedans, c'est fichu. S'il y en a un qui a montré de la curiosité, vous allez passer à la trappe comparativement aux autres. En réalité, les questions que vous allez lui poser, c'est pas tout à fait pour le déstabiliser, mais c'est surtout pour le faire sortir de sa zone de confort. C'est surtout aussi pour qu'il puisse vous dire la vérité et en fonction de sa réponse, vous pourrez voir si la boîte est faite pour vous ou pas. Alors, première partie, commençons par la catégorie des questions sur le poste, ce pourquoi vous avez postulé. Une très bonne question à poser, c'est aller chercher le cerveau analytique. Posez la question suivante. Quels seront les KPIs, donc les indicateurs de performance, les plus importants pour évaluer les succès sur ce poste? Si vous êtes comptable en cabinet, peut-être que un bon indicateur, si vous postulez dans un job de collaborateur comptable en cabinet, peut-être que le bon KPI à analyser, c'est votre capacité sur les 40 dossiers à tenir les délais sur les déclarations de TVA. Ça peut être un bon indicateur parce qu'on va vous donner l'information de 40 dossiers sur un délai. Et si vous posez cette question et que la personne vous renvoie cette réponse, alors dans ce cas-là, il faudra se dire, est-ce que 40 dossiers, c'est beaucoup? Oui ou non? Est-ce que comparativement à ce que j'ai fait moi par le passé, je suis capable d'assurer le choc de cette mission? Est-ce que je serai capable de répondre à ce KPI? Ici, ça va vous permettre de vous projeter sur l'avenir en disant, on va m'évaluer là-dessus. Donc vous, quand vous allez rentrer en entreprise, vous savez ce sur quoi vous allez être vigilant pour bien veiller à répondre à l'objectif. Et puis vous verrez aussi si la personne et le recruteur en face de vous, il est complètement à la rue ou dans la lune. S'il n'a pas de plan et il n'a pas de visibilité pour vous, dans ce cas-là, vous avez quand même des soucis à vous faire parce qu'on a l'impression, avec une réponse qui peut être moyenne de sa part, que c'est pas bien structuré dans l'entreprise. Autre question puissante, qu'attendez-vous du futur collaborateur d'ici 2 semaines, 3 mois, 6 mois? Là, vous allez montrer au recruteur que vous vous projetez sur l'avenir, mais vous allez aussi le challenger. Ça veut dire que, en gros, si on vous dit que sur les 2 prochaines semaines, vous devez savoir utiliser le logiciel Time, Penny par exemple, dont vous pouvez avoir, si vous voulez, les formations directement en description de cette vidéo sur la plateforme Counter, alors tout de suite, vous pouvez lui dire, en fait, je me suis formé sur Counter à Time, donc je maîtrise. Là, vous pourrez lui montrer une démarche proactive. Vous n'avez pas utilisé le logiciel, mais vous vous êtes formé là, tout de suite. Ou alors, si vous ne vous êtes pas formé et qu'il vous dit, dans les 2 premières semaines, on veut que vous soyez OK sur
tel logiciel ou X dossier, dans ce cas-là, vous allez avoir une démarche proactive. Inversement, vous allez aussi pouvoir vous projeter sur ce qui est attendu de vous. Si vous savez ce qu'on attend de vous, dans ce cas-là, vous saurez mieux répondre aux besoins à la fois de l'entreprise ou si vous vous sentez capable et que vous avez envie d'atteindre ces objectifs dans les 2 prochaines semaines, 3 prochains mois, 6 prochains. Attention, ça permet de voir aussi et de tester la qualité de vision que la personne a sur vous sur le poste projeté. Et ça vous donnera aussi la qualité de l'entreprise. Une bonne boîte, elle a un cap, une vision et elle met des ressources à disposition pour atteindre l'objectif. Autre question très intéressante, c'est pour montrer la capacité de synthèse ou ce sur quoi vraiment on va vous challenger. Peut-être que les 2 questions d'avant, c'est assez généraliste, mais là, on va préciser le besoin. Si vous ne devriez prioriser qu'une seule mission que je dois réaliser dans les prochaines semaines, quelle serait cette mission? Ce que l'entreprise a besoin de voir pendant la période d'essai, c'est votre capacité à lui apporter, entre guillemets, immédiatement de la valeur. Donc, parfois, il y a des gens, quand ils vont en entreprise, ils veulent bien faire. Donc, ils vont faire une multitude d'actions, mais ces multitudes d'actions, en termes de perception de valeur pour le recruteur, ça ne rapporte rien, ça ne vaut rien. Cet effort mis au mauvais endroit, pour l'entreprise, elle va dire c'est bien, mais tu ne réponds pas aux besoins. Dans ce cas de figure, voilà ce qu'il faut faire. C'est poser la question, quelle est la seule mission que je dois bien réaliser dans les prochaines semaines? Et dans ce cas-là, on va vous donner l'information. Encore une fois, ça vous montre la capacité à vous de vous projeter dans le poste, à aussi vous challenger sur votre manière de pouvoir vous piloter et de vous structurer sur ce que vous devez faire demain et vous demander du feedback, vous demander des informations. Ça montre votre expertise, ça montre à la fois votre maturité et sur le fait que vous êtes conscient que vous allez être évalué. Pour le recruteur, c'est extrêmement rassurant. Et s'il ne sait pas répondre à cette question, dans ce cas-là, c'est aussi rassurant pour vous de vous dire ah bah attention, là, vous voyez que l'entreprise, elle n'est pas claire. Et si vous sentez qu'elle n'est pas claire, eh ben, vous pouvez rebondir et reposer des questions supplémentaires en disant parce que c'est important pour moi, ça me permet de voir que je réponds à votre besoin et que moi aussi, je me sens capable et que j'ai envie de réaliser cette mission. Parce que nous, ce qu'on prône, en tout cas chez Counter, c'est cet équilibre dans la gestion du travail. L'entreprise ne doit pas être supérieure au salarié et le salarié ne doit pas être supérieur à l'entreprise. C'est un écosystème qui doit se nourrir. Autre question, quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise est confrontée? Comment ce poste peut-il vous aider à les surmonter? Vous êtes en cabinet comptable, c'est la période fiscale, c'est complètement la guerre. Là, vous saurez si vous allez être embauché pour jouer le pompier ou si vous travaillez, vous, dans votre poste pour structurer la prochaine période fiscale. Ça va vous permettre de donner une information. Et encore une fois, vous allez recalibrer toutes les questions que vous avez posées juste en amont. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va permettre de voir si c'est de l'urgence, si c'est de la planification, si c'est de la structuration. Et vous verrez aussi, en fonction de qui vous êtes, c'est très important de se connaître, savoir quelle va être votre zone de génie. Aussi, ça va être intéressant de pouvoir demander la temporalité. Ces enjeux-là, vous estimez qu'ils seront réglés ou dans votre objectif, quand? Et donc, ça va vous permettre de savoir si le pompier, vous allez le jouer pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et dans ce cas-là, vous pourrez prendre votre décision de rejoindre ou pas l'entreprise avec ces informations. Ça vous donne une extrême grande clarté. Autre point aussi, vous pouvez projeter le recruteur, comme nous, on est ici sur une chaîne plutôt spécialisée dans les professionnels du chiffre, de projeter le recruteur sur sa vision sur les 5 prochaines années et sur les impacts du changement de la technologie sur le métier. Ça va vous permettre de voir où est-ce que la boîte veut aller. Et en fonction de où est-ce qu'elle veut aller, eh ben, ça va vous permettre de vous aussi vous projeter sur le fait de vous dire tiens, j'ai bien envie d'aller dans ce cabinet. Parce que dans ce cabinet, on me propose du conseil. On me place potentiellement dans des missions de conseil. Alors que moi, je postule aujourd'hui comme un job de collaborateur comptable en cabinet. Et donc, c'est important de voir la vision métier du cabinet. Parce que en fonction de la vision qu'on va vous apporter, ça va potentiellement vous projeter sur ce que pourrait être votre job dans les 5 prochaines années dans ce cabinet ou dans cette entreprise. Alors, maintenant passons sur une autre partie, les questions sur l'entreprise. Naturellement, les questions que je vous invite à poser, elles sont là pour montrer votre niveau d'expertise et elles sont aussi là pour vous aider à faire votre choix et prendre vos décisions. Naturellement, les questions à poser, elles doivent être adaptées au processus de recrutement. Elles doivent être adaptées à la situation. Si vous faites un entretien avec un manager, c'est pas les mêmes questions que vous allez poser en entretien avec des RH ou avec un CEO ou un dirigeant ou un cabinet. Il faut vraiment adapter les questions au bon tempo, à la bonne personne, au bon moment et en fonction de la bonne situation. Une bonne question à poser sur la partie entreprise, c'est pour quelle raison la personne est partie précédemment si ce n'était pas une création de poste? Ça peut être 2 choses. Pour quelle raison vous créez ce poste? Ou alors si la personne
personne est partie et le poste est vacant, pour quelle raison la personne est partie. Et là, vous allez voir la typologie de réponse. Parce que si on vous dit que, en fait, la personne, on n'était pas aligné, on n'a pas aimé, et vous pouvez creuser. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé chez cette personne? Ça peut paraître indiscret, mais en réalité, vous devez vous projeter. C'est votre prochaine opportunité professionnelle. Trouver un job et une bonne opportunité, eh ben, en fait, ça a un impact dans sa vie perso. Parce que si vous êtes bien dans votre taf, vous serez bien dans votre famille. Et si vous êtes bien dans votre famille, vous serez aussi bien dans votre taf. Et donc, du coup, il faut créer des bons vases communicants qui vont vous donner de l'énergie et vont vous donner du plaisir dans votre travail. Si on vous dit que, en fait, le manager, il était insupportable, posez-vous des questions, ça peut faire flipper. Et donc, il faut que vous puissiez creuser cet aspect-là. C'est une question extrêmement importante que peu de candidats vont poser en entretien. Une autre question qui peut vraiment faire sortir de la zone de confort votre entreprise, c'est quelles sont selon vous les 3 forces et 3 faiblesses de votre entreprise? Ou si je contacte un ancien collaborateur, que dirait-il de la boîte? Là, on est complètement en train de renverser la tendance dans le processus de recrutement. Vous prenez le lead. Et le lead, c'est pas forcément parce que vous voulez avoir un rapport de force. C'est que le recruteur, lui, il peut vous poser cette question et peut-être qu'il vous l'a même posée dans le cadre d'un entretien. Et vous pouvez vous aussi inversement regarder ça. Et en fonction de la réponse du recruteur, vous verrez si sa réponse vous satisfait ou pas. Ou s'il va faire comme traditionnellement, on est trop perfectionniste, on a trop d'énergie, on est des gens trop motivés. Alarme, ce ne sont pas des qualités et des défauts. Autre question à poser, quel est ici, dans ce cabinet, dans cette entreprise, le style de management? Très important de se poser la question là-dessus parce que vous allez rejoindre une entreprise et le style de management, il peut être soit sur mesure parce que le bon manager, il s'adapte à chaque individu, ou alors en fonction de la réponse qu'on va vous donner, peut-être que le style de management qui va vous être donné ne va pas correspondre à qui vous êtes. Vous n'avez pas envie de ce style-là. Typiquement sur cette chaîne, vous pouvez voir un podcast que j'ai réalisé avec Émilie Schibert, qui est la présidente d'une fintech qui s'appelle Time, qui eux ont mis en place ce qu'on appelle le concept d'entreprise libérée, congé limité, flexibilité du temps de travail, flexibilité des horaires. Même les collaborateurs peuvent eux-mêmes demander leur niveau d'augmentation ou des primes pour vous donner aussi la culture de l'entreprise. Sauf que cette culture de l'entreprise et ce style de management en mode tu te débrouilles entre guillemets et tu fais un peu comme tu veux, c'est pas adapté à tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin de structure et des personnes qui ont besoin de normes et de règles, d'un chef qui décide pour eux. Si c'est OK pour vous, alors d'accord. Si c'est pas OK, allez-y. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode que vous trouverez directement sur cette chaîne dans la catégorie podcast. Autre question, quel est votre avantage concurrentiel comparativement aux autres acteurs de votre secteur et de votre marché? Ici, ça vous positionne clairement comme un expert. En tant que professionnel du chiffre, le monde de la comptabilité et de la gestion est bouleversé, mais aussi à un moment charnière de son évolution. Et donc, ce qu'on apprend dans les études comptables et financières, par exemple sur le DCG ou le DSCG, on apprend le management. Et dans le management, on apprend les stratégies d'entreprise. Comprendre la stratégie d'une boîte, c'est aussi comprendre la profondeur de ce qui peut se passer demain. Si on vous dit que mon avantage concurrentiel, c'est qu'on est une entreprise cool par rapport à une autre, ce n'est pas un avantage concurrentiel. Parce que être cool, ça se copie, ça se réplique. Est-ce que c'est le branding? On a créé une culture de boîte qui nous rend unique sur le marché, qui fait que c'est difficile à copier? Est-ce qu'on a créé un produit innovant qui fait que ce produit, ça fait 10 ans qu'on est en train de travailler dessus et que pour rattraper le retard, ça va être difficile? Est-ce que c'est le management des hommes avec un grand H? Et ça permettra aussi de voir quelle est la vision stratégique d'une boîte. Et en fonction de sa réponse, ça va vous donner l'information, mais aussi cette question est extrêmement puissante parce que le conseil en entreprise, des boîtes comme Orange, Apple, Facebook, Shopify, LinkedIn, Carrefour, toutes ces grandes multinationales, elles font appel à des entreprises de conseil pour faire des études stratégiques, pour faire des études concurrentielles. Dans les études comptables et financières, on apprend le management, par contre c'est très marketé culturellement, comptabilité, finance, fiscalité. Et le reste, on le fait un peu moins. Sauf que la vraie valeur, c'est ce qui va se passer sur la capacité de comprendre une entreprise et son avantage concurrentiel sur le marché. Là où c'est extrêmement important, c'est que en tant que collaborateur comptable, expert comptable, professionnel du chiffre, on conseille qui? On conseille des dirigeants. Et donc, si un dirigeant a une vision, on doit la modéliser en traduction financière. Sauf que pour challenger la vision d'un entrepreneur, en lui disant écoute, ta vision du marché, elle n'est pas forcément pertinente, voilà pourquoi avec les chiffres, mais si vous avez une vision stratégique, marché, économie, dans ce cas-là, vous pourrez peut-être lui apporter une valeur différente. Et c'est ça dont les entreprises et les entrepreneurs ont besoin. Autre question très importante, quand on voit des plateformes comme Glassdoor ou ce que nous on peut faire sur la plateforme Counter où on va sélectionner vraiment les meilleurs cabinets et entreprises françaises pour qu'ils puissent embaucher, parce qu'on veut proposer à nos talents des boîtes qui vont les aider à se réaliser, c'est important de poser la question, est-ce que
je peux parler avec un collaborateur de chez vous. Dans les startups et même chez nous, chez Counter, on a un process de recrutement en plusieurs étapes. Entretien RH, cas pratique, entretien manager et entretien avec un membre de l'équipe. L'entretien avec le membre de l'équipe, il est très important pour que le membre de l'équipe puisse formuler un avis sur la personne, mais aussi pour que le candidat puisse avoir un avis sur potentiellement un futur collègue et poser des questions sur la vraie vie de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant de poser cette question. Normalement, dans les boîtes, ce process de recrutement, il est de plus en plus commun. Essayez d'avoir cette information parce que ce qu'on va vous raconter dans la vraie vie, eh ben, c'est aussi plus intéressant peut-être qu'un format RH ou un format manager. Vous aurez plusieurs visions et ça vous permettra de savoir où est-ce que vous pouvez aller. Autre question très importante, la période fiscale, c'est une période charnière dans les cabinets. Ça fait peur, ça n'a pas forcément une bonne presse parce qu'on a l'impression qu'on travaille H24 de 8h du matin jusqu'à minuit tous les jours. Ce n'est pas vrai partout. Il y a des boîtes qui savent s'organiser ou qui savent répondre à ces objectifs. Posez la question pendant la période fiscale ou comment faites-vous pour assurer un haut niveau de satisfaction client et un haut niveau de satisfaction de vos collaborateurs pendant la période fiscale. Parce que là, vous montrez deux pans. Le pan business, ce qui répond aux besoins de l'entreprise, et le pan personnel. Parce que là, cette question, eh ben, ça vous permet de vous projeter sur ce qui va vous arriver demain quand vous allez aller en période fiscale. Est-ce que vous allez être à bout de souffle et ça va être la galère? Ou au contraire, vous savez que dans l'entreprise, c'est structuré. Chez Counter, vous avez des offres de recrutement qui vous permettent justement d'avoir et d'adresser des boîtes qui veillent justement à ce bon équilibre. Autre question que vous pouvez poser, et ça rejoint un peu et ça recoupe ce que je vous disais sur l'avantage concurrentiel. Comment faites-vous pour contrer les nouveaux entrants sur le marché? Qu'est-ce que vous mettez en place pour répondre à ces menaces? Dans l'écosystème comptable et financier, vous avez à la fois les professionnels du chiffre en entreprise, mais aussi les professionnels du chiffre en cabinet. En cabinet, c'est une profession réglementée avec un ordre, des experts comptables et des confrères. Plein de cabinets comptables partout en France, 21 000 en l'occurrence. Sauf que si on creuse un petit peu, ce sont des confrères, mais qui sont aussi concurrents. Cette concurrence, comment un expert comptable cabinet vs un autre réussit justement à avoir une meilleure proposition de valeur par rapport à son petit camarade? C'est peut-être pas tout à fait la bonne manière de réfléchir, mais en tout cas, dans les faits, c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, ça pourrait être de nouveaux entrants. La concurrence, c'est quoi? C'est des acteurs technologiques qui vont produire automatiquement la comptabilité sans être experts comptables. Il y a aussi des cabinets d'expertise comptable en ligne qui ont des solutions technologiques qui permettent de faire la compta à moindre coût. Donc comment on fait quand on est un cabinet qui n'a pas cette technologie à sa disposition? Alors dans ce cas-là, il faut qu'il puisse répondre. Et c'est intéressant de comprendre et de connaître la réponse du cabinet. Ça vous permettra de voir son leadership et sa vision sur le long terme. Car lorsqu'on étudie un peu le bon management dans une entreprise, c'est 3 pans. Le premier pan, c'est le leadership, la capacité d'avoir une vision et de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour la dérouler. Le management, la capacité à gérer les opérations au quotidien pour permettre la réalisation de la vision. Et puis le troisième pan, c'est aussi ce coaching, cette capacité à être à l'écoute des candidats et des collaborateurs. Vous verrez, vous, en fonction de sa réponse, comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il a peur des acteurs comme Indie, Legal Place par exemple, ou pas? Et là, je vous garantis qu'avec cette typologie de questions, vous passez à un autre niveau. À titre personnel, que ce soit pour Counter ou lorsque j'étais salarié, j'ai fait passer des centaines et des centaines d'entretiens. Ces entretiens, il est rare qu'un candidat ait cette profondeur dans ces questions. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais de manière générale, personne ne fait réellement l'effort de se démarquer parce qu'on a la sensation que comme on a 2-3 entretiens, c'est à peu près les 2-3 uniques chances qu'on peut avoir. Un cabinet, il rencontre 20, 30, 40 candidats. Et donc forcément, il va comparer. Et c'est très rare qu'il y en ait sur les 40, 20 qui sortent du lot. C'est pas vrai, c'est beaucoup moins que ça. Autre question très importante, comment mesurez-vous ou améliorez-vous le bien-être de vos collaborateurs? Cette question est extrêmement puissante. Il existe un indicateur, un KPI, un indicateur de performance qui s'appelle le INPS. C'est, on va dire, la satisfaction des collaborateurs dans une entreprise. Et le INPS, c'est un indicateur à analyser parce qu'il mesure le bien-être des collaborateurs dans une entreprise avec des questions de manière anonymisée. Il existe des outils pour ça. Il y aura 2 manières de récolter les informations. Soit vous verrez que la personne a une démarche processisée avec des datas, des données, avec des process, par exemple envoyer un formulaire anonyme tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, toutes les semaines, pour voir quel est le poumon des collaborateurs. Et en fonction de ces datas, en fonction de ces retours, quelles sont les actions qu'elle met en place justement pour améliorer le bien-être des collabs. Alors, on va pas rentrer dans un monde assez bisounours. C'est pas le bien-être des collabs. C'est qu'en réalité, l'entreprise a tout intérêt à faire que les collaborateurs se sentent en bien-être. Car ça améliore la productivité. Finalement, ça améliore
les chiffres de l'entreprise. Et aussi, ça permet à la boîte d'avoir un bon impact dans la vie des gens. Donc en fait, c'est hyper vertueux. Et des gens bien, c'est des gens qui servent bien une vision et qui aident des clients. Des clients qui sont heureux, et ben c'est bon pour l'entreprise. Si c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour les collabs. Et du coup, c'est un cercle vertueux. Et donc, il faut voir quelle est la typologie de réponse. Si on vous dit, bah écoutez, on fait un événement par an pour qu'ils se sentent bien. Mais c'est non, en fait, c'est pas ça. C'est quoi dans la vraie vie? Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Est-ce que moi je suis livré à moi-même ou pas? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que je suis équipé en termes d'outils, etc., etc. Autre question qui est extrêmement importante, c'est comment effectuez-vous des feedbacks auprès de vos équipes? Le feedback, c'est un outil de management puissant, mais c'est aussi un outil de réajustement personnel puissant. Si vous savez quel est votre objectif, comment sera évalué votre objectif, et quand vous réalisez quelque chose, est-ce que votre manager est content ou pas? S'il est content, il doit vous dire ce sur quoi vous avez bien fait les choses, ce qui fait que ça va muscler votre jeu et ça va accroître encore plus votre expertise sur ce sujet et vous saurez que si je dois faire ça, il m'a dit que ça c'est bien, alors je vais continuer à le faire comme ça. Donc cette partie-là, elle est OK. Inversement, s'il me fait un feedback négatif, qu'est-ce qu'il va me reprocher? Et en fonction de ce qu'il vous reproche, eh ben vous saurez vous réadapter pour pouvoir bien répondre aux besoins. Sauf que le feedback, ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne qui vous explique comment on fait le feedback positif et le feedback négatif. Un feedback positif qui serait le suivant. Ah bah pour une fois, le dossier client, il est nickel. Donc là, il y a deux cas. Là, vous avez un feedback positif. Le dossier client, il est nickel, sauf que pour une fois, et là, ça casse tout. Inversement, si vous avez un feedback négatif, Nico, ce que tu m'as fait là, c'est n'importe quoi sur le dossier, il faudrait faire ça. Oh, c'est horrible. C'est-à-dire que dès lors que vous braquez le cerveau il se ferme, et donc vous allez avoir, soit il va vous énerver, soit ça va vous attrister, etc. Le feedback, c'est une stratégie pour bien le donner. Et il faut poser la question si l'entreprise maîtrise cette compétence. Si l'entreprise a cette compétence ou s'il y a des choses qui sont mises en place. Par exemple, chez Counter, nous, ce qu'on fait, c'est on fait ce qu'on appelle les one-to-one. One-to-one, c'est un entretien manager toutes les semaines avec les membres de l'équipe. C'est pas très long, ça dure 30 minutes, 30 à 45 minutes, mais par contre, c'est extrêmement puissant. Nous l'avons structuré en 4 étapes. Première étape, c'est de comprendre un peu quelle est la météo intérieure de chaque membre de l'équipe, de chaque coéquipier comme nous on les appelle en interne. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut s'assurer qu'ils vont bien. On veut s'assurer qu'il n'y a pas un truc qui traîne dans le cœur. Et ça, c'est extrêmement important. Et là, on commence à avoir du feedback. Si on voit qu'il y a un problème sur la partie opérationnelle, non, je suis inquiet sur tel projet, tel sujet, donc je vais bien, mais ce sujet, il m'embête. Ah, on sait qu'on devra, à la fin de cet entretien et ce one-to-one, résoudre le problème. Et quand chaque membre de l'équipe sait que toutes les semaines, il a un point pour résoudre ses problèmes et un temps dédié, parce que le problème, c'est que quand on bosse en cabinet ou en entreprise et que le manager est pris dans le flow et le flux de l'opérationnel, du coup, il s'occupe plus des gens. Et comme il s'occupe plus des gens, un manager, lui, son rôle, c'est pas de faire de l'opérationnel, c'est de faire du management. C'est aider les autres à se réaliser, aider les autres à faire ce qu'il doit faire. Donc, il doit y avoir du feedback régulier. Donc, nous, premièrement, c'est météo intérieure. Deuxièmement, c'est revue des objectifs passés. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine? Qu'est-ce qu'on avait projeté? Et qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir cette semaine? C'est important pour nous. Ça veut dire que ça nous permet, dans la semaine à venir, soit de réajuster les objectifs. Peut-être qu'ils étaient trop forts ou pas assez. Peut-être que ça permet de déceler les problèmes qu'on a dû résoudre ou qu'on a rencontrés dans le cadre d'un projet pour que pour la suite, on puisse réajuster l'histoire. Ensuite, on fixe les objectifs de la semaine suivante. Là, les objectifs, c'est un commun accord. Ça veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est le coéquipier qui va lui-même fixer son objectif. Et nous, on va lui poser la question, qu'est-ce que tu penses pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on atteint? Qu'est-ce qu'on va réaliser comme objectif? Et nous, on a deux visions. Notre but, c'est soit on se dit, l'objectif, il est OK. Si le coéquipier nous a donné un objectif qui n'est pas suffisamment ambitieux, etc., parce qu'on a traité notre culture d'entreprise et on sait que l'ambition, c'est très important. S'il va nous sortir une formation, alors que nous, on attendrait plutôt 3 dans l'esprit, là, on va dire, écoute, une formation, ça me paraît léger, car, moi, j'imagine plutôt 2 pour la semaine suivante. Et ensuite, il y a un point sur lequel, nous, on travaille. En quoi je peux être utile pour toi à titre personnel ou professionnel sur autre chose, sur tout ce qu'on a vu. On peut aborder un sujet sur les congés, sur l'organisation du temps de travail, tous ces sujets-là qui sont un peu plus légers, mais du coup, toutes les semaines, il y a un point de rendez-vous. Et chaque coéquipier, ils savent ce qui va leur arriver. Et du coup, le feedback, il en fait partie dans ce one-to-one et cet entretien qu'on a toutes les semaines. Pour vous, si vous cherchez du job, essayez de voir comment on vous fait un retour. Parce que ça permet à la fois à l'entreprise de bien s'occuper des gens, mais ça permet aussi aux collaborateurs de progresser de semaine en semaine. Dernier point, l'argent. C'est un point extrêmement important, on va pas se leurrer. L'argent, il faut poser la question concrètement. Comment
assurez-vous que votre politique salariale, elle est conforme aux données du marché. Et là, on vous donnera une réponse. Est-ce que on vous dira, bah nous, on a un plan de développement sur la rémunération qui est celui-ci, qui est un autre, etc. Et après, vous verrez si c'est OK avec vous ou pas. Quoi qu'il en soit, ça vous permettra de vous projeter dans l'avenir avec cette organisation, ce cabinet ou cette entreprise. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, de vous abonner. Et si vous souhaitez décrocher à la fois les meilleures opportunités en comptabilité et gestion, mais aussi à vous former gratuitement aux compétences d'aujourd'hui et de demain dans la filière, rendez-vous sur la plateforme Counter. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!